Je m'appelle Émilie. J'ai 28 ans. Et le jour de mon anniversaire, ma mère m'a tendu un gâteau qui était déjà à moitié mangé. Tout le monde riait, les téléphones sortis comme si c'était la chose la plus drôle de l'année. Elle a souri de toutes ses dents en disant qu'elle l'avait récupéré dans la poubelle derrière le magasin, comme si c'était une sorte de blague sur son sens de la débrouille. J'ai juste fixé le glaçage étalé et l'espace vide là où les parts de quelqu'un d'autre se trouvaient auparavant. Et pendant une seconde, j'ai honnêtement eu l'impression que cette moitié manquante, c'était moi. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de prétendre que ma famille était normale. J'avais conduit jusqu'à ce restaurant de burger chic en banlieue, espérant bêtement que peut-être, cette année, ce serait différent. Que peut-être il me verrait comme autre chose que la fille graphiste indépendante en galère qui ne s'en sort jamais vraiment. Au lieu de cela, j'ai eu un gâteau de poubelle, une salle pleine de gens qui se moquaient de moi, et une opportunité parfaite. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas crié, ni pleuré. Je me suis penchée à l'oreille de mon oncle, j'ai gardé une voix calme et j'ai prononcé sept mots qui ont balayé son sourire instantanément. Je lui ai dit que j'étais au courant pour l'assurance. 2 semaines plus tard, les mêmes personnes qui riaient de mon gâteau poubelle m'appelaient sans arrêt, paniquées comme jamais elles ne l'avaient été quand c'était moi qui souffrais. Si votre propre mère transformait votre anniversaire en blague et que vous étiez assise sur un secret capable de tout faire exploser, l'avaleriez-vous pour garder la paix ou feriez-vous comme moi en craquant enfin l'allumette? Le plus fou, c'est que rien de tout cela n'a commencé avec le gâteau. Cela a commencé quelques jours plus tôt par un SMS de ma cousine. Et, ta mère prévoit quelque chose pour ton anniversaire. Ne stresse pas, viens, c'est tout. D'accord? Cara a toujours été la seule de ma famille à me parler comme à une vraie personne, pas comme à une déception munie d'une connexion Wi-Fi. Alors je l'ai cru quand elle a dit que ça pourrait être sympa. Je venais de terminer une énième journée de 12 heures de travail en freelance, qui couvrait à peine le loyer et les courses. Et la dernière chose que je voulais, c'était de m'asseoir à une table pendant que tout le monde comparait ma vie à celle de ma sœur. Mais Cara disait que l'endroit était mignon, un bon spot de burger en banlieue, et que ma mère avait l'air impatiente. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai refoulé mon angoisse, je me suis maquillée et j'ai essayé de me convaincre que cette fois, il ne me ferait pas me sentir comme une moins que rien. J'ai quitté mon minuscule appartement, dépassé des rangées de petites maisons soignées aux pelouses parfaitement tondues, et je me suis garée sur le parking de ce restaurant de burgers branchés avec des ampoules Edison, des tables en bois de récupération et un immense drapeau américain au mur. Ça sentait le bacon grillé et les frites à la truffe hors de prix. Quand je suis entrée, ma mère était déjà à table, assise bien droite comme une reine en bout d'une longue table en bois. Britney était à côté d'elle, faisant défiler Instagram, sa manucure bien en vue. Mon père était de l'autre côté, les épaules légèrement voûtées, la version humaine d'un bruit de fond. Mon oncle Marc, le frère de ma mère, était en train de raconter une histoire, parlant beaucoup trop fort d'un collègue qui n'avait pas supporté la pression et s'était fait virer. « Joyeux anniversaire !» s'est écriée ma mère, se levant juste assez pour m'effleurer la joue d'un baiser. « Tu es jolie. Enfin une tenue un peu plus féminine, hein ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma simple robe noire et mes bottines. Ce n'était rien de spécial, mais la façon dont elle a dit ressemblait à un compliment vache enveloppé dans un sourire. « Salut !» ai-je répondu en me glissant sur la chaise vide à côté de Cara. Elle m'a serré la main sous la table pendant une seconde, ses yeux disant ce que sa bouche ne pouvait pas devant tout le monde. « Je suis là. Tu n'es pas seule. » Britney a levé les yeux à peine. « Oh mon Dieu, regardez ce réel. » Elle a ri, tournant son téléphone vers ma mère. C'était une influenceuse déballant un sac de luxe. On devrait trop aller faire du shopping ce week-end. Il y a ce nouveau centre commercial, ils ont un showroom Tesla et tout. Peut-être pour fêter ta promotion, a dit ma mère fièrement. Vous vous rendez compte? Elle n'a que 25 ans et elle monte déjà en grade. Quelle bosseuse! Mon père a marmonné quelque chose comme « Ouais, fière de toi, ma grande », sans lever les yeux de son verre. Alors? Mon oncle Marc s'est adossé à sa chaise, me dévisageant. Toujours dans ton truc de dessin. Graphisme? Ai-je corrigé, car apparemment, après 3 ans, il refusait toujours de retenir le terme exact. Oui, je suis en freelance en ce moment. Freelance. A-t-il répété avec un rictus, comme si je venais de dire que j'inventais de l'argent par la pensée. Ça doit être sympa de travailler quand on en a envie. À ton âge, je faisais des heures sup toutes les semaines. Pas d'excuses. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, ai-je dit, essayant de garder une voix égale. Si je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Eh bien, est intervenue ma mère. Peut-être que si tu arrêtais de courir après ces projets créatifs pour prendre un vrai job de bureau, tu ne serais plus aussi stressée par tes factures. La stabilité n'est pas un gros mot, tu sais. Cara a bougé à côté de moi,
visiblement mal à l'aise. Elle s'en sort bien, tante Suzanne, a-t-elle dit doucement. Elle m'a envoyé son portfolio, c'est génial. C'est mignon, ma chérie, a dit ma mère sans même la regarder. Mais les likes et les petits projets passionnels ne paient pas la retraite. Brittany a ri doucement, ne prenant même pas la peine de se cacher. Au moins, elle n'a pas à gérer la politique de bureau, a-t-elle dit. Le monde de l'entreprise est brutal. Le monde de l'entreprise, c'est l'âge adulte, a répliqué ma mère. Pas vrai, Marc? Exactement, a-t-il dit en buvant une gorgée de bière. Les gens d'aujourd'hui sont mous. Ils veulent de la flexibilité, du télétravail, des jours pour la santé mentale. Il a fait des guillemets avec ses doigts, comme si ces mots l'offensaient physiquement. À mon époque, on se blessait, on prenait ses cachets, et on retournait au boulot. J'ai senti ma mâchoire se serrer à cette phrase pour des raisons que personne à cette table ne soupçonnait encore. J'ai piqué ma salade pour occuper mes mains. Mon père a fini par lever les yeux assez longtemps pour dire « Ayons juste un bon dîner, d'accord ?» Mais il a dit comme quelqu'un qui jette une couverture sur un feu sans vérifier s'il y a de l'essence en dessous. La serveuse est passée, joyeuse et inconsciente, demandant si nous avions besoin de quelque chose. Ma mère a commandé une autre tournée, en précisant bien, c'est son anniversaire. Mettez ça sur ma carte. Elle a dit assez fort pour que les deux tables voisines entendent, comme si elle jouait le rôle de la mère généreuse et aimante devant un public. Je suis restée là à les écouter parler de promotion, de bonus, de vacances, de toutes les façons dont leur vie avançait, alors que la mienne était traitée comme une erreur de parcours qu'ils devaient tous tolérer. Avez-vous déjà été dans une pièce pleine de gens censés vous aimer, en ayant l'impression de n'exister que pour servir de chute à leurs blagues? Je me répétais que je pouvais survivre à un seul dîner. Sourire, hocher la tête, prétendre que les pics ne m'atteignaient pas. Je n'avais aucune idée que la pire était encore à venir, m'attendant en cuisine sous une couche de glaçage au chocolat et de bougies fondues. Quand les plats sont enfin arrivés, je me suis dit que ça irait mieux une fois que tout le monde aurait la bouche pleine. Pendant quelques minutes, ce fut presque le cas. Les burgers sont arrivés, les frites, les oignons frits, et ma salade au poulet grillé que j'avais commandée plus par culpabilité que par envie. Il y eut un tintement de verre, ma mère levant le sien en disant, à Émilie, que ce soit l'année où elle trouve enfin un peu de stabilité. Tout le monde a gloussé comme s'il s'agissait d'une douce petite plaisanterie, et j'ai forcé un sourire, la gorge nouée. Je comptais les minutes dans ma tête. Manger, discuter, rentrer, survivre. J'étais en train de pousser mes aliments dans mon assiette quand les lumières se sont légèrement tamisées et qu'un groupe de serveurs s'est dirigé vers notre table, l'un d'eux portant quelque chose avec des cierges magiques. Pendant une seconde, mon cœur s'est allégé. Peut-être m'avait-il finalement acheté un vrai gâteau. Quelque chose de gentil. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que ma famille faisait un effort. Puis je l'ai vu. C'était un gâteau au chocolat sur un plat blanc, mais il n'en restait que la moitié. L'autre moitié avait tout simplement disparu. Le glaçage sur le côté coupé était étalé et sale, comme si quelqu'un avait passé un couteau à la va-vite, et il y avait des traînées de miettes collées sur la partie vide du plat. Il y avait une bougie tordue plantée dans la moitié restante, penchant déjà sur le côté. La table a éclaté de rire avant même que les serveurs n'aient fini de chanter. « Oh mon Dieu, maman » a octé Brittany, sortant déjà son téléphone. « C'est quoi ça ?» Ma mère a porté une main à sa poitrine, feignant l'innocence et la fierté en même temps. « N'est-ce pas hilarant ?» a-t-elle dit. Je l'ai récupéré dans la poubelle derrière le magasin. Vous croyez ça, que les gens jettent du gâteau encore parfaitement bon? Les serveurs essayaient tant bien que mal de rester polis, mais même eux avaient l'air perplexes. J'ai juste fixé le gâteau à moitié mangé, mon cerveau luttant pour assimiler l'information. Tu as pris mon gâteau d'anniversaire dans la poubelle? Ai-je dit lentement. Détends-toi, a-t-elle ri en agitant la main. Je plaisante. Enfin, il venait surtout du rayon des invendus. Quelqu'un l'avait rendu ou un truc comme ça. Il est encore très bien. On n'est pas difficile, si? Mon oncle Marc a frappé la table, riant si fort que son visage est devenu rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle faire des économies, a-t-il dit. Un gâteau de poubelle. C'est une bonne anecdote. Brittany filmait déjà. La caméra pointée sur moi, attendant de capter ma réaction. Regardez les gars, a-t-elle dit à son téléphone. Maman a littéralement trouvé le gâteau DM dans la poubelle. Dis coucou, et aime. Elle a zoomé sur mon visage, comme si j'étais l'objet d'un canular pour les réseaux sociaux. Mes joues brûlaient. Tout le restaurant ne nous regardait pas, mais j'en avais l'impression. Quelque part derrière moi, un gamin à une autre table a crié « Burke, le gâteau poubelle ». Et ses parents l'ont fait taire, mais les mots sont restés.
Cara a bougé sur son siège à côté de moi. Ce n'est pas drôle, a-t-elle marmonné, trop bas pour que quelqu'un d'autre que moi l'entende. C'est juste une blague, a insisté ma mère, riant toujours. Tu sais qu'on t'aime. Allez, souffle ta bougie. Fais un vœu. Peut-être le vœu d'avoir un vrai travail. La table a de nouveau explosé de rire. J'ai regardé la bougie, la moitié de gâteau, la trace de chocolat sur le plat où les doigts de quelqu'un d'autre s'étaient probablement posés. J'ai pensé aux mois passés à jongler entre les factures, les retards de paiement, les cartes de crédit au plafond. J'ai pensé aux fois où ma mère m'avait dit « Si tu m'avais écouté et choisi quelque chose de pratique, tu ne serais pas dans ce pétrin ». J'ai repensé au petit discours de Marc sur le fait de se blesser, prendre ses médicaments et retourner travailler, et à la façon dont il avait dit avec ce ton suffisant et entendu. Quelque chose en moi a fini par se briser, mais ce n'a pas été une explosion comme je l'aurais cru. Ce fut un froid glacial. Je me suis penchée, j'ai soufflé la bougie d'un trait et j'ai souri. Pas pour la caméra, pas pour eux. Pour moi. Tu ne prends pas une part ? A demandé Britney, toujours en train d'enregistrer. Ça ira, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarrement calme, comme celle d'une personne plus âgée et fatiguée de faire semblant. J'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant le sol. Oh là, tu vas où ? A dit ma mère, son rire s'estompant. On vient juste de commencer. J'ai ramassé mon sac. J'en ai assez vu, ai-je dit. Puis je me suis tournée vers mon oncle Marc. Il souriait toujours, mais il y avait cette lueur dans ses yeux, un infime soupçon de nervosité, comme s'il se souvenait avoir dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû devant moi, il y a longtemps. Je me suis penchée pour que ma bouche soit juste à côté de son oreille. La table s'est tue juste assez pour que je puisse entendre le grésillement de la cuisine et la chanson country qui passait à la radio. Je suis au courant pour l'assurance, ai-je chuchoté. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Son corps s'est raidi. Le sourire a quitté son visage comme si on avait coupé le courant. Sa main, toujours crispée sur sa bouteille de bière, s'est soudainement serrée. Quoi ? A-t-il dit, bougeant à peine les lèvres. Je me suis redressée, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait le plus petit et le plus faux des sourires. Bonne dégustation, ai-je dit. Puis je me suis détournée et je suis partie, sentant leur confusion me poursuivre dans l'allée entre les tables, ma mère criant mon nom, Britney demandant si elle avait eu ça en vidéo. Je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie du restaurant dans l'air frais de la nuit, le cœur battant, mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. 2 semaines plus tard, le même oncle qui avait ri le plus fort devant mon gâteau de poubelle allait harceler mon téléphone, me suppliant de parler, agissant comme si c'était moi qui tenais une grenade. Et c'était peut-être le cas. Car si vous vous demandez de quelle assurance je parlais et pourquoi ces 7 mots l'ont effrayé plus que n'importe quelle dispute, il faut remonter avec moi 4 mois avant ce dîner, quand j'essayais simplement d'aider ma mère à nettoyer son vieil ordinateur portable. 4 mois avant ce dîner, j'étais assise à la table de la cuisine de ma mère, fixant une pile de vieux appareils électroniques qu'elle avait sortis du placard du couloir. Il y avait un enchevêtrement de câbles, une vieille imprimante et l'ordinateur portable dont elle se plaignait depuis des mois. Il est trop lent, et le ventilateur fait un bruit de moteur d'avion, m'avait-elle dit en le déposant devant moi. Tu peux l'effacer ou je ne sais quoi pour que je puisse le donner. Tu es doué avec ces trucs technologiques. Je ne le suis pas vraiment, mais je le suis plus qu'elle. Alors, j'ai ouvert le capot et j'ai attendu qu'il s'éveille péniblement. Le ventilateur a hurlé, l'écran a vacillé, et finalement son bureau encombré est apparu. Un cimetière de dossiers et de captures d'écran en pagaille. Assure-toi juste de ne pas supprimer mes trucs médicaux, a-t-elle ajouté en se servant un café. Tous mes documents d'assurance sont là-dessus quelque part. J'ai hoché la tête, car c'était le genre de corvée qu'elle me confiait toujours. Les tâches ingrates en coulisses qui lui facilitaient la vie, mais n'étaient jamais considérées comme du vrai travail. J'ai commencé à trier les fichiers, déplaçant les photos et les vieilles recettes vers un disque externe. Puis j'ai ouvert sa messagerie pour chercher tout ce qui était important avant de tout formater. C'est là que j'ai vu le dossier. Il était intitulé « Remboursements médicaux », avec une petite étoile à côté. Rien de bizarre à cela, sauf qu'il contenait beaucoup plus de messages non lus que tout le reste. J'ai cliqué, pensant simplement trier par date, sauvegarder les derniers éléments et passer à autre chose. Les objets d'émet s'embrouillaient au début, numéro de dossier, mise à jour de police, rappel. Puis un fil de discussion a attiré mon attention, documentation, accident, urgent. Cela datait d'environ 1 an. Je me souvenais de mon oncle Marc parlant d'un accident de voiture, disant qu'il s'était blessé au dos et avait dû s'arrêter de travailler, et de ma mère qui était si stressée de l'aider avec la paperasse. J'ai cliqué. Le premier mail provenait de ma mère et était adressé à Marc. Elle avait transféré une facture d'hôpital, et en dessous,
Elle avait écrit « J'ai modifié les montants comme on en a discuté. Ça devrait nous faire passer au-dessus du seuil. » Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler. Il y avait des pièces jointes, des factures en PDF avec des chiffres entourés et des notes manuscrites dans les marges. Certaines lignes avaient été clairement modifiées, comme si quelqu'un avait tapé par-dessus les totaux originaux. Un autre mail de Marc disait « Tu me sauves la vie. Une fois que ce sera accepté, on sera paré. Personne n'y verra que du feu. » Ma mère avait répondu « C'est à ça que sert la famille. Assure-toi juste de jouer la comédie et de faire comme si tu avais encore mal s'ils appellent. » Je suis restée là, fixant l'écran, les mots devenant flous pendant une seconde. J'ai parcouru d'autres messages. Il y avait des mails à la compagnie d'assurance avec des explications soigneusement tournées. Des photos de la voiture de Marc avec la même bosse montrée sous 3 angles différents, comme si elles avaient été mises en scène. Un mail du représentant de l'assurance confirmait le montant du versement, environ 150 000 $. Je me suis adossée à ma chaise. 150 000 $ pour un accident qui, si ces mails étaient vrais, était au moins partiellement inventé. J'ai continué à descendre dans le fil et j'ai vu un message de ma mère à quelqu'un d'autre de la famille, ma tante Laura. Elle avait écrit quelque chose disant que le fonds familial est plus serré cette année, et nous devrons attendre pour certaines de tes demandes le temps que les choses se stabilisent. Je me souvenais avoir entendu des bribes de ce drame lors d'un barbecue, Laura se plaignant que l'assurance ne couvrait pas ce qu'elle pensait. Ma mère avait balayé ça d'un revers de main, parlant de changement de police et disant qu'on n'y pouvait rien. Mais j'avais sous les yeux la preuve qu'une énorme somme d'argent était allée directement à Marc. Quelques semaines après ces mails, il y avait des photos. Mon oncle souriant devant un camping-car flambant neuf, une bière à la main. Une autre de lui et sa femme sur un belvédère panoramique avec la légende « Enfin, on profite un peu de la vie ». Ma mère avait répondu avec des émojis de cœur « Et tu le mérites bien après tout ça ». J'avais la nausée. Je n'étais pas avocate, mais même moi je savais que ce n'était pas juste contourner les règles. C'était mentir. C'était voler. Et ce n'était pas seulement à une compagnie anonyme. C'était à un système sur lequel comptaient d'autres personnes de notre propre famille. Des gens comme Laura, à qui on avait dit qu'il n'y avait pas assez de couverture pour ce dont elle avait besoin. Je suis remontée en haut du fil, j'ai relu la partie où ma mère disait « Personne n'y verra que du feu ». Apparemment, je n'étais pas censée faire partie de cette personne. Je suis restée assise là longtemps, l'ordinateur chaud sous mes paumes, l'horloge de la cuisine tic-tacant beaucoup trop fort. Une partie de moi voulait courir dans le salon et lui coller l'écran sous le nez. Lui demander comment elle pouvait me traiter d'irresponsable alors qu'elle faisait ça. Lui demander si elle réalisait que cette femme qui apportait toujours des plats supplémentaires aux fêtes pour ne pas être un fardeau avait été discrètement évincée pour que Marc puisse acheter une maison de vacances sur roue. Mais une autre partie de moi s'est figée. Je savais exactement comment se passerait la conversation. Elle dirait que j'ai mal compris, que tout le monde fait ça, que ce n'était pas grave, que j'étais mélodramatique, ingrate, que je cherchais les problèmes. Elle retournerait la situation jusqu'à ce que ce soit moi qui m'excuse. Alors, au lieu de cela, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser qui ne ressemblait pas à une reddition totale. J'ai pris des captures d'écran de tout, chaque mail, chaque pièce jointe, chaque confirmation de l'assurance. Je les ai enregistrées dans un dossier privé, puis sur mon propre cloud. Ensuite, j'ai tout fermé, j'ai rangé le bureau de ma mère dans de jolis petits dossiers, j'ai sauvegardé ce dont elle avait réellement besoin, et j'ai fini par effacer l'ordinateur comme elle me l'avait demandé. Quand elle est revenue dans la cuisine, je le lui ai tendu et j'ai dit « C'est bon. C'est prêt. » Elle m'a souri, m'a embrassé la joue et a dit « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Je me souviens avoir pensé, probablement pas commettre une fraude à l'assurance de manière aussi médiocre. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai refoulé ça, comme je refoulais chaque fois qu'elle faisait une remarque sur ma carrière ou mes choix de vie. Pendant des mois, j'ai porté ce secret comme une pierre lourde dans ma poitrine. Je me disais que ce n'était pas mes oignons, que la confronter ne ferait qu'exploser ma relation avec ma famille sans rien changer. Je me disais que si j'ouvrais la bouche, tout le monde m'en voudrait à moi, pas à ceux qui avaient menti. Et puis, pour mon anniversaire, elle a mis un gâteau à moitié mangé devant moi et a transformé ma vie en blague pour 30 secondes de rire et quelques stories Instagram. Ce fut le moment où tout a basculé. J'ai réalisé qu'il n'avait aucun problème à m'utiliser comme bouclier, comme bouc émissaire, comme tête de turc. Je ne protégeais pas ma famille en me taisant, je protégeais les personnes qui nous faisaient du mal. Alors, quand j'ai murmuré « Je suis au courant pour l'assurance » à l'oreille de Marc, ce n'était pas juste de la mesquinerie. C'était pour lui faire savoir que la pierre que je portais n'allait pas rester enterrée éternellement. 2 semaines après ce dîner,
quand mon téléphone s'est éclairé avec son nom et celui de ma mère encore et encore, leur voix tremblante, soudain terrifiés par des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées pour eux-mêmes, j'ai su que le secret ne m'appartenait plus seulement. Et c'est là que le véritable désastre a commencé. Pendant presque 2 semaines entières après ce dîner, j'ai ignoré chaque appel de ma mère et chaque SMS commençant par « il faut qu'on parle ». Au début, c'était facile. Je posais mon téléphone face contre terre, je me plongeais dans le travail, je faisais de longues marches avec mon casque sur les oreilles, le volume à fond. Je me disais que je prenais juste mes distances, que je ne devais d'explication à personne pour avoir quitté une pièce où j'étais la risée de tous. Mais plus le silence durait, plus leur message passait de l'agacement à l'anxiété. La première fois que j'ai décroché, c'était ma mère. « Émilie », a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour, sa voix trop aiguë et chevrotante. « Qu'est-ce que tu as dit à ton oncle au restaurant ? » Pas de « comment vas-tu ?» Pas d'excuses, juste droit au but pour limiter les dégâts. Je me suis adossée à mon canapé, fixant le plafond. « Tu veux dire quand je lui ai dit que j'étais au courant pour l'assurance ?» ai-je dit. Il y eut une petite inspiration à l'autre bout, brève et rapide. « Tu ne devrais pas plaisanter avec des choses pareilles », a-t-elle lâché, avant d'adoucir immédiatement son ton comme si elle s'était rendue compte de son erreur. « Il est très perturbé. Tu lui as fait peur. » J'ai failli rire. « Je lui ai fait peur ?» ai-je dit. « C'est intéressant. »« Tu ne comprends pas comment ces choses-là fonctionnent », a-t-elle dit. C'était une situation compliquée. On l'a juste aidé à traverser une période difficile. « Ce n'est pas ce que tu crois. » C'était sa phrase préférée dès qu'elle était prise en flagrant délit de quelque chose de difficilement justifiable. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon ? Alors, vous n'avez pas inventé des factures médicales pour obtenir un versement à 6 chiffres pour ensuite dire à tante Laura qu'il n'y avait plus assez de couverture pour elle ? Ai-je demandé. Il y eut un silence. Tu es très mélodramatique, a-t-elle dit, adoptant ce ton lent et posé qu'elle utilisait pour me faire passer pour une personne irrationnelle. Les assurances refusent des dossiers tout le temps. Ton oncle était réellement blessé. Il y avait des zones d'ombre dans la paperasse, c'est tout. On aurait pu tout perdre. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. J'ai senti mes dents se serrer. Tu as fait ce que tu devais faire pour aider Marc à s'acheter une maison de vacances sur Roux, ai-je dit. Et tu as menti à ta propre sœur pour ça. Mais bien sûr, c'est moi qui suis mélodramatique. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu risques en lançant des mots comme fraude ? A-t-elle sifflé. Si ça arrive aux oreilles des mauvaises personnes, ils pourraient enquêter. Ça pourrait nous détruire. J'ai fixé le mur, un poster pas cher que j'avais conçu moi-même parce que je ne pouvais pas m'offrir d'art véritable. C'est drôle, ai-je dit. Tu ne t'inquiétais pas de détruire quoi que ce soit quand tu disais à tante Laura qu'il n'y avait plus assez dans le fonds familial pour ses traitements. Elle a commencé à prononcer mon nom comme un avertissement, Émilie. Mais j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas parce que j'avais crié, mais parce que je ne l'avais pas fait. J'avais juste exposé les faits et elle les avait transformés en plaidoyer émotionnel, comme elle le faisait toujours. Quelques heures plus tard, Britney a appelé. J'ai failli laisser passer, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-elle exigé dès que j'ai répondu. Pas de bonjour, pas de préambule. Maman disjoncte. Oncle Marc disjoncte. Tante Laura pose des questions. Pourquoi tu as dit un truc pareil au dîner ? Parce que c'est vrai, ai-je dit. Et je suis fatiguée de prétendre que j'ignore ce qu'ils ont fait. Tu vas faire exploser toute la famille pour un truc qui appartient au passé, a-t-elle dit. Tu veux que maman fasse une dépression ? Tu veux qu'oncle Marc aille en prison ? C'est ça que tu veux ? C'était fascinant de voir à quel point il passait vite de « ce n'est rien »,« tu exagères »,« tu vas l'envoyer en prison » dans la même journée. Je n'ai rien fait d'autre que d'arrêter de les couvrir, ai-je répondu. S'ils ont peur, c'est peut-être qu'ils ont des raisons de l'être. Elle a poussé un soupir de frustration. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle dit. Tu ne peux jamais passer à autre chose. Il faut que tu transformes tout en crise morale. C'est la vraie vie, Émilie. Les gens s'arrangent avec la réalité. C'est comme ça que ça marche. Les gens s'arrangent avec la réalité, ai-je répété. Cool. Je m'en souviendrai la prochaine fois que maman me traitera d'irresponsable parce que je n'ai pas encore de plan de retraite. Je n'aurai qu'à simuler un accident. Tu n'es pas drôle, a-t-elle tranché. Tu gâches tout. Maman n'arrête pas de pleurer. Tante Laura m'a appelé pour me demander pourquoi il y a un trou dans les dossiers d'assurance. Je ne savais même pas quoi dire. Dis-lui d'en parler à maman, ai-je dit. Ou à Marc. J'ai fini de mentir. Elle est restée silencieuse une seconde. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus basse.
Tu lui as vraiment envoyé quelque chose? Pas encore, ai-je dit. Mais je le ferai si elle me le demande. Britney a juré entre ses dents. Tu es en train de déchirer cette famille, a-t-elle chuchoté. Et quand tout s'effondrera, ne fais pas comme si tu n'avais pas allumé la mèche. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu lui rappeler que ce n'est pas moi qui avais inventé une fausse blessure ou modifié les montants des factures. Au lieu de cela, j'ai juste dit, peut-être que la mèche était là bien avant que je ne ramasse une allumette. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, Cara m'a envoyé un lien vers un TikTok. C'était mon oncle Marc se filmant dans sa cuisine, accoudé à son comptoir comme un conférencier motivateur de bas étage. La légende disait quelque chose comme « Parlons vrai de la jalousie dans les familles », avec un tas de hashtags. Dans la vidéo, il parlait vaguement de jeunes membres de la famille qui ne supportent pas de voir les autres réussir et de gens qui préféreraient vous rabaisser plutôt que de travailler dur eux-mêmes. Les commentaires étaient partagés. La moitié étaient des inconnus qui disaient « Ok boomer ». L'autre moitié l'encourageait. J'ai regardé la vidéo 3 fois, la mâchoire serrée. Puis Cara m'a envoyé un SMS. Il a posté ça après que maman lui a dit que tu savais. Il croit que tu ne feras rien. Il pense que tu as peur. Un autre message est arrivé 1 minute plus tard. Si tante Laura te le demande directement, dis-lui la vérité. Elle mérite au moins ça. Le lendemain, Laura m'a effectivement appelé. Sa voix était calme, de cette façon dont les gens parlent quand ils essaient très fort de ne pas montrer qu'ils sont bouleversés. Émilie, a-t-elle dit, j'ai entendu quelque chose d'inquiétant. Cara a mentionné qu'il pourrait y avoir des irrégularités dans la façon dont ta mère et Marc ont géré une réclamation l'année dernière. Je ne veux pas d'histoire. Je veux juste savoir si j'ai toutes les informations. Je suis restée là, le téléphone pressé contre l'oreille, fixant le dossier de capture d'écran sur mon ordinateur. Qu'est-ce que maman t'a dit quand tu as posé des questions sur la couverture? Ai-je demandé. Laura a soupiré. Elle a dit que la police avait changé, qu'il n'y avait plus assez d'argent, que le fonds familial avait été épuisé par l'accident de Marc et qu'elle ne pouvait rien faire. J'ai cliqué sur l'une des captures, celle où ma mère avait écrit « C'est à ça que sert la famille. Personne n'y verra que du feu. » Ma gorge s'est serrée. Elle ne t'a pas parlé du bonus de versement, ai-je dit. Elle ne t'a pas parlé du camping-car. Il y eut un long silence. Émilie, a dit Laura doucement. Est-ce que tu as des preuves? J'ai regardé l'écran, la pile de mails, les PDF, les numéros de confirmation. Oui, ai-je dit. J'en ai. Elle a hésité. Est-ce que tu accepterais de me les envoyer? A-t-elle demandé. Je ne te demande pas de mentir pour moi, je te demande de ne plus mentir pour eux. Quelque chose en moi s'est apaisé à ces mots. Elle n'essayait pas de me faire culpabiliser, ni de me traiter de mélodramatique, ni de me dire de penser au nom de la famille. Elle demandait simplement la vérité. Je t'envoie tout, ai-je dit. Et je l'ai fait. Mail après mail, pièce jointe après pièce jointe. Tous les petits détails qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai eu l'impression de lâcher un poids que je traînais depuis des mois. Je savais que ça ne tomberait pas dans l'oreille d'un sourd. Les gens pensent que le plus dur dans le fait de dénoncer un mensonge, c'est le moment où l'on parle. Mais honnêtement, le plus dur, c'est l'attente. Attendre de voir qui vous croit. Attendre de voir qui se retourne contre vous. Attendre de voir quelle personne que vous considériez comme votre famille décide que c'est vous le vrai problème. Au cours des jours suivants, les SMS de ma mère se sont transformés en longs paragraphes sur la trahison et le fait de laver son linge sale en public. Mon oncle n'a pas appelé, mais il a changé sa bio TikTok pour une citation sur les serpents dans l'herbe, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas aussi pathétique. Cara et Laura, par contre, prenaient régulièrement des nouvelles. On est avec toi, a écrit Cara. Peu importe à quel point il crie. Et chaque fois que mon téléphone s'allumait avec un nouveau message de haine de quelqu'un d'autre, je me rappelais une chose. Je n'avais pas ruiné une bonne famille. J'avais juste arrêté de laisser une mauvaise se cacher derrière ce mot. Quand tante Laura a dit qu'elle allait parler à un avocat et tout signaler à la compagnie d'assurance, je pense qu'aucun d'entre nous n'a vraiment réalisé ce que cela signifiait concrètement. Au début, ce fut le calme plat. Trop calme. Ma mère a cessé d'appeler pendant quelques jours, ce qui était inquiétant à sa façon. Britney a posté quelques vieux selfies avec des légendes sur la famille d'abord, ce qui ressemblait à des pics déguisés contre moi, mais à part ça, c'était comme si tout le monde retenait son souffle collectivement. Puis la discussion de groupe a démarré. Ma famille a ce groupe WhatsApp avec un nom ringard et une photo d'un barbecue datant d'il y a des années, où tout le monde fait semblant d'être plus proche qu'on ne l'est vraiment. La plupart du temps, ce ne sont que des vœux d'anniversaire, des mèmes et des questions d'organisation pour les fêtes. Un après-midi,
environ une semaine après avoir envoyé les captures à Laura, mon téléphone a explosé de notifications venant de ce chat. Le premier message était de ma mère. Nous devons tous faire très attention à ce que nous disons sur l'accident de Marc. Certaines personnes sont confuses sur ce qui s'est passé. Puis Marc est intervenu. Il n'y a aucune raison d'être prudent, car rien n'a été fait de mal. Si quelqu'un répand des mensonges, il doit arrêter maintenant. Un cousin à qui je parle rarement a répondu avec un emoji perplexe. Quelqu'un d'autre a envoyé « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est là que Laura a pris la parole. Ce qui se passe, a-t-elle tapé, c'est qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de couverture pour mes traitements parce que le fonds d'assurance familiale était épuisé, mais il semble qu'un gros versement soit allé ailleurs. J'ai des mais qui contredisent ce qu'on m'a dit. Le chat est resté mort pendant une minute complète. On pouvait presque sentir les yeux de tout le monde s'écarquiller à travers l'écran. Ma mère a finalement répondu. Laura, ce n'est pas l'endroit pour discuter de questions privées. Nous pouvons régler ça en famille. Puis Laura a envoyé un dernier message. Nous avons fait examiner tout ça par un avocat. Nous déposons une plainte pour fraude auprès de la compagnie d'assurance. Ils vont vous contacter. Je voulais que tout le monde l'entende directement de ma bouche. Après cela, plus personne n'a rien écrit publiquement. Les 3 petits points apparaissaient comme si quelqu'un allait dire quelque chose, puis disparaissait. Personne ne voulait prendre parti devant les autres. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS séparé de mon cousin Riley, l'un des fils de Laura. Juste pour que tu saches, on n'a pas mentionné ton nom. On a juste dit qu'on avait eu des infos internes, mais s'il devine, il devine. On a fini de les couvrir. C'était la première fois que j'avais l'impression de ne plus être la seule prête à monter au front. La vague suivante est venue de la compagnie d'assurance et des avocats. Je n'étais pas directement impliquée, mais j'en entendais des bribes. Il y eut des appels aux hôpitaux et aux cliniques pour vérifier les factures, des demandes de dossiers originaux, des questions sur les dates et les traitements. Ils ont demandé les relevés téléphoniques, les virements bancaires, tout ce qui pouvait prouver si la blessure de Marc correspondait à l'histoire qu'il leur avait vendue. Marc a essayé de rester zen au début, postant un autre TikTok vague sur les « rageux » et les gens qui ne supportent pas de voir les autres bénis par la vie, mais ces vidéos sont devenues de plus en plus rares. Puis un soir, mon père m'a appelé, ce qui était si rare que j'ai fixé l'écran 1 minute avant de répondre. « Salut papa », ai-je dit. Il a soupiré et j'entendais la télé en fond sonore. « Salut ma grande », a-t-il répondu. « Tu as 1 minute ?» Je me suis approchée de ma fenêtre, regardant le parking et la lueur orange des réverbères. « Oui », ai-je dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y eut une longue pause. « Ta mère ne va pas bien », a-t-il fini par dire. « Elle a peur. Marc a peur. Les gens de l'assurance fouillent partout. Les avocats appellent. C'est grave. » Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je ne savais pas, honnêtement, a-t-il ajouté doucement. Pour les détails. Je savais que Marc avait eu un dédommagement, mais je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais, que c'était réglo. J'imagine que ta mère a géré la paperasse. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai cru. Et ça m'a fait mal d'une autre façon. Il ne savait pas, mais il n'avait pas non plus voulu savoir. Ça va, toi ? A-t-il demandé après un moment. Cette simple question m'a presque plus brisée que tous les cris et les manipulations. Ça va mieux, ai-je dit. Depuis le dîner, depuis que j'ai arrêté de faire semblant. Je suis en colère, mais je ne suis plus surprise. Ça aide. Il a expiré lentement. Je suis désolé, a-t-il dit, pour le gâteau, pour être resté là à les laisser te rabaisser. Pour toutes les fois où je me suis tue parce que c'était plus facile. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai dégluti. Tu pourrais encore le faire, ai-je dit doucement. Si tu le voulais. Un autre long silence. Je ne sais pas ce que je peux réparer, a-t-il avoué. Mais je ne veux pas que tu croies que je suis contre toi. Je ne le suis pas. Je suis juste. Dépassée. Tu n'as pas à réparer, lui ai-je dit. Tu as juste à arrêter de prétendre que tout va bien. Quelques jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon appartement. Sans prévenir, juste un martèlement sur la porte qui m'a fait bondir. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vu, les cheveux un peu plus en bataille que d'habitude, du mascara étalé sous les yeux. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas ouvrir. Puis j'ai déverrouillé le verrou et j'ai entrouvert la porte, juste assez pour la voir clairement. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, la voix tremblante. « De quoi ?» ai-je demandé. « Du fait que ta tante essaie d'envoyer ton oncle en prison », a-t-elle lâché. Son air fragile et vulnérable a disparu en un instant.
Du fait que tu as transmis des mails privés, comme si tu étais une sorte de dénonciatrice. Je ne les ai pas envoyés sur Internet, ai-je répliqué. Je les ai envoyés à la personne à qui vous avez menti. On n'a pas menti, a-t-elle protesté, avant de se reprendre. On a simplifié. C'était une situation compliquée. Le système est injuste. Ton oncle souffrait. On ajuste. Vous avez changé les chiffres sur les factures médicales. Ai-je coupé. Vous avez raconté une histoire à l'assurance et une autre à ta propre sœur. Tu t'es servi du fonds familial comme excuse pendant que tu versais l'argent sur le compte du camping-car de Marc. Ce n'est pas simplifié. C'est de la fraude. Elle a tressailli au mot. Arrête de dire ça, a-t-elle sifflé. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être responsable de tout le monde. D'avoir un frère qui n'arrive pas à s'en sortir, une famille qui dépend de toi. Des factures qui arrivent de partout. J'ai fait ce que j'avais à faire. Non, ai-je dit, tu as fait ce que tu as choisi de faire. Et chaque fois que j'ai fait un choix qui ne te plaisait pas, tu m'as traité d'irresponsable. Tu n'as pas le droit de te cacher derrière la famille maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il parle de porter plainte au pénal, a-t-elle dit. De vraies charges. Marc pourrait tout perdre. Je pourrais tout perdre. Tu veux ça sur ta conscience? Un calme étrange m'a envahi. Ce risque, tu l'avais déjà sur ta conscience quand tu as cliqué sur envoyer pour ce premier mail. Ai-je dit. Ce n'est pas parce que j'ai dit la vérité que ça arrive. C'est parce que tu as menti. Pendant une seconde, elle a eu l'air de vouloir me bousculer pour entrer, mais j'ai barré l'entrée de mon corps. C'était la première fois de ma vie que je l'empêchais physiquement d'entrer dans mon espace. Elle m'a regardée, choquée. Tu vas vraiment me fermer ta porte? A-t-elle chuchoté. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as fait beaucoup de choses, ai-je reconnu. Certaines bonnes, d'autres comme ça. Je ne dis pas que tu es un monstre. Je dis que je ne vais pas t'aider à prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. Son visage s'est décomposé. Tu les choisis eux plutôt que moi, a-t-elle dit. Je me choisis moi, ai-je répondu. Pour une fois. Elle est restée là encore un moment, comme si elle attendait que je retire mes paroles, que je m'écarte pour la laisser entrer, pleurer sur mon canapé et transformer tout cela en une énième histoire où elle serait la victime et moi la fille déraisonnable. Je n'ai pas bougé. Finalement, elle a baissé les yeux, s'est détournée et a descendu le couloir. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je me suis laissée glisser par terre, tremblante. Fixer cette limite ne m'a pas fait l'effet d'un triomphe. C'était terrifiant, mais sous la peur, il y avait autre chose. Un soulagement. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête s'est accélérée. Laura m'a dit que l'assurance avait ouvert un dossier de fraude formelle. Ils ont réclamé les documents originaux, extrait les images de surveillance de l'hôpital, et croisé les prétendus jours d'arrêt de travail de Marc avec ses mouvements réels. C'était un travail lent, ennuyeux et méthodique, tout l'opposé du drame émotionnel brouillon que ma famille affectionnait. Pendant qu'il gérait les retombées, j'ai commencé à gérer ma propre vie. J'ai mis à jour mon portfolio, poli mon CV et postulé à des emplois de graphiste à plein temps dans des agences de la ville. Je me suis inscrite à un cours de yoga au centre communautaire du coin, surtout pour sortir de ma tête et me réapproprier mon corps. J'ai même pris quelques séances de thérapie via une clinique solidaire, quelque chose que je m'étais répété ne pas pouvoir m'offrir pendant des années. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un nouveau message de haine d'un parent, je le laissais de côté. Chaque fois que c'était un message de Cara ou de Laura, je répondais. Je commençais à voir en temps réel quels liens dans ma vie étaient basés sur le contrôle et lesquels étaient basés sur une réelle affection. Quelque part entre les candidatures et les salutations au soleil, j'ai réalisé une chose. Les pires moments que ma famille traversait n'arrivaient que parce que, pour une fois, ils étaient jugés selon les mêmes critères qu'ils utilisaient pour me mesurer. Ils me disaient tout le temps que les choix ont des conséquences, que la vie n'est pas juste, que je devais prendre mes responsabilités. Maintenant, ces mots leur revenaient en pleine figure de la part d'avocats, d'enquêteurs et d'une sœur qui refusaient de se taire. Et aussi tordu que cela puisse paraître, cela ressemblait enfin à de la justice. 6 mois après ce dîner d'anniversaire, j'étais assise à mon bureau dans un bureau lumineux et ouvert du centre-ville, ajustant l'espacement d'un logo pour un nouveau client, quand mon téléphone a vibré, un SMS de tante Laura. On a la décision finale. Mon estomac s'est retourné alors que ce n'était pas moi qui étais jugé. J'ai fixé l'écran une seconde, puis j'ai répondu « Tu veux m'appeler ?» Elle m'a renvoyé « Je t'envoie le résumé. Tu mérites de le voir. » Quelques minutes plus tard, un mail tombait dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert et c'était là, noir sur blanc. La compagnie d'assurance avait officiellement conclu que Marc et ma mère avaient soumis de fausses informations,
modifié des factures et fait de fausses déclarations sur l'étendue de ses blessures. Il n'utilisait plus de langage diplomatique. C'était de la fraude, pure et simple. Marc avait déjà accepté un accord à l'amiable pour éviter un procès public. Il devait rembourser l'intégralité des 150 000 $, plus des pénalités qui portaient le total à près de 200 000 $. Son employeur, qui avait bizarrement ignoré un an de douleur au dos, pendant qu'il faisait des road trips, l'avait licencié dès qu'ils avaient appris la nouvelle. Le camping-car dont il était si fier était reparti à la banque. Sa femme a demandé le divorce, peu après que l'accord soit devenu public. « Je n'ai pas signé pour être mariée à un escroc », aurait-elle dit à ma mère, selon les ragots familiaux. Ma mère ne s'en est pas tirée indemne non plus. Elle n'a pas été aussi durement touchée que Marc, mais elle figurait dans le rapport en tant que participante consciente. Elle a écopé d'une amende de 10 000 $ et d'une mention dans le rapport pour son rôle dans la préparation et la soumission des documents. Pour quelqu'un qui se souciait plus de sa réputation que de son compte de retraite, c'était là le vrai coup dur. La nouvelle a fait le tour de leur petite communauté plus vite que n'importe quel courrier officiel. La femme qui se vantait au club de lecture de l'honnêteté comme valeur centrale de son éducation se retrouvait soudainement évitée au supermarché. Des gens qu'elle connaissait depuis des années ne croisaient plus son regard. La présidente de son comité de bénévolat lui a gracieusement suggéré de prendre une pause de ses fonctions de direction le temps que les choses s'apaisent. Elle a dû vendre son SUV de luxe pour couvrir les frais de justice et les amendes, l'échangeant contre une berline modeste et banale qui ne correspondait pas du tout au personnage qu'elle avait travaillé si dur à créer. L'Instagram de Britney est passé de photos de tenue du jour et de brunch à des citations vagues sur le fait de repartir à zéro et de garder son cercle restreint. Plus de vidéos de dîners de famille. Plus de posts de ma mère rayonnante devant des restaurants chers. C'était comme s'ils essayaient de purger Internet de la version d'eux-mêmes que j'avais grandi en détestant. Pendant ce temps, ma vie est devenue plus calme et bien meilleure. J'ai décroché ce job en agence, celui que je pensais inaccessible. Un contrat à plein temps avec des avantages, de vrais collègues qui disent des choses comme « ton travail est vraiment solide » au lieu de « quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot ?» J'ai emménagé dans un appartement légèrement plus grand avec des fenêtres qui donnent sur des arbres plutôt que sur un parking. Cara m'a aidé à monter des meubles IKEA pendant qu'on mangeait des plats à emporter par terre en riant de la façon dont ma mère aurait détesté les chaises dépareillées. Laura a commencé à m'envoyer des petites nouvelles qui ne concernaient plus l'affaire. Des photos de son chien, une nouvelle plante qu'elle a achetée, la façon dont elle prenait enfin ses propres rendez-vous sans avoir à demander la permission à personne. Un après-midi, un colis est arrivé à ma porte sans nom d'expéditeur, mais avec une adresse que j'ai reconnue comme étant celle de Laura. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau au chocolat d'une pâtisserie locale, parfaitement intact, sans aucune part manquante. Sur le dessus, en lettres soignées de glaçage blanc, il y avait 4 mots, « Tu mérites mieux ». Je suis restée devant mon comptoir à le regarder, la gorge serrée. C'était une chose si simple, mais j'avais l'impression que quelqu'un était retourné dans ce dîner d'anniversaire pour en réécrire la fin. J'ai pris une photo, pas pour Instagram, juste pour moi. Et puis je me suis coupé la première part. Mon père est passé quelques jours plus tard avec une plante qu'il prétendait avoir choisie parce que la dame du magasin lui avait dit « Même vous, vous ne pourrez pas la tuer ». Il avait l'air plus vieux, un peu plus petit que dans mes souvenirs, comme si les derniers mois l'avaient usé lui aussi. On s'est assis sur mon canapé, la télé allumée avec le son bas, et il m'a dit « J'ai lu le rapport. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas moche, mais je suis content que tu aies dit la vérité. » Je l'ai cru, pour une fois. Il n'essayait pas d'arrondir les angles. Il ne me demandait pas de lui pardonner ou de laisser tomber pour le bien de la famille. Il était juste assis là, dans le pétrin avec moi, reconnaissant que c'était la réalité. Quant à ma mère, elle a envoyé quelques messages le mois suivant, de longs textes décousus expliquant qu'elle avait tout fait par amour, qu'elle n'arrivait pas à croire que sa propre fille s'était retournée contre elle. Qu'elle était la vraie victime parce que tout le monde me juge sur une seule erreur. Je n'ai pas répondu. Je pensais que je me sentirais coupable de l'ignorer. Je pensais que le silence m'empêcherait de dormir, mais non. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. C'est ça qu'on ne vous dit pas sur le fait de tenir tête enfin à sa famille. Le choc est brutal, mais la liberté est réelle. Je n'ai pas dénoncé ce qu'ils avaient fait parce que je voulais les voir souffrir. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que chaque fois que je laissais passer leur comportement, j'acceptais l'idée que ma dignité valait moins que leur confort. Je pensais que garder la paix signifiait avaler ma colère et accepter d'être la risée de mon propre dîner d'anniversaire. Maintenant, je sais que la paix sans l'honnêteté n'est pas la paix. C'est juste du contrôle avec un plus bel éclairage. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'il y aura toujours des gens dans ma famille qui raconteront l'histoire en disant que c'est moi qui ai tout détruit. Peut-être que dans leur version, je suis la méchante.
Mais dans la mienne, je suis juste la fille qui a enfin arrêté de laisser les autres écrire son histoire comme celle d'une déception. Voilà donc ce qui s'est passé après le gâteau à moitié mangé et les 7 mots chuchotés à l'oreille de mon oncle. Ils ont perdu leur argent, leur image et leur confort. J'ai perdu une version de ma famille que je n'avais probablement jamais vraiment eue au départ, et j'ai gagné une vie où je peux me regarder dans le miroir sans ciller. Si vous aviez été assise à cette table avec un gâteau poubelle devant vous et un secret dans votre poche, auriez-vous continué à les protéger ? Ou auriez-vous fait comme moi en laissant la vérité consumer tout sur son passage ?